J'ai organisé mon 30e anniversaire. Personne n'est venu. Mon fiancé était en déplacement professionnel. Puis j'ai vu la photo. Ma propre sœur, dans sa robe de mariée, à côté de lui. Ma mère a appelé, en larmes, nous pensions que c'était fini entre vous. J'ai raccroché. Il allait le payer très cher. J'ai organisé une fête pour mes 30 ans. Personne n'est venu. J'ai appelé mon fiancé, Bastien, mais il était soi-disant en déplacement professionnel urgent. Puis j'ai vu la photo sur les réseaux sociaux. Ma propre sœur, Léonie, dans une robe de mariée somptueuse, se tenait à côté de lui. Il était le marié. Ma mère m'a appelé, en larmes, pour me dire « Nous pensions que c'était fini entre vous. » J'ai raccroché. Il ne s'en sortirait pas comme ça. Ils allaient le payer très cher. Je m'appelle Solène, et voici l'histoire de la trahison qui a détruit ma famille, et de la vengeance qui m'a permis de renaître. Avant que je ne vous plonge dans les détails de ce drame familial, dites-moi d'où vous m'écoutez. Quelle ville, quel pays? Et quelle heure est-il chez vous en ce moment? Laissez un commentaire, ça me fait toujours plaisir de voir jusqu'où mes histoires voyagent. Merci d'être là. Une semaine avant que le monde ne s'écroule. 7 petits jours. Si j'avais eu le moindre pressentiment, la moindre intuition de l'abîme qui s'ouvrait sous mes pieds, j'aurais peut-être agi différemment. Mais l'ignorance est une forme de bonheur fragile, et j'étais, à ce moment-là, parfaitement, stupidement heureuse. Le souvenir de ce dernier dimanche est gravé dans ma mémoire avec une clarté douloureuse. C'était le traditionnel dîner dominical chez mes parents, dans leur grande maison bourgeoise des hauteurs de Lyon. Une institution. Une façade de normalité et d'affection que nous entretenions tous avec un soin méticuleux. L'air embaumait le rôti de mon père et le parfum un peu trop entêtant de ma mère. Martine, ma mère, présidait la table comme une reine sur son trône. Ses bracelets cliquetaient à chaque mouvement, ses cheveux blonds étaient coiffés à la perfection. Elle a levé son verre de chablis, le cristal scintillant sous la lumière crue du lustre. À ma Léonie, a-t-elle proclamé, sa voix portant dans toute la pièce. À ma fille si créative, si audacieuse, qui n'a pas peur de tout plaquer pour vivre ses passions. Son regard pétillait d'une fierté presque agressive en se posant sur ma sœur cadette. Léonie, assise en face de moi, a offert un sourire faussement modeste. Elle a toujours été la muse de la famille, l'artiste, la passionnée. Ses caprices étaient des élans créatifs, ses échecs des expériences enrichissantes. On lui pardonnait tout, car elle était spéciale. Puis, comme une obligation, le regard de ma mère s'est tourné vers moi. Le sourire s'est légèrement affaissé, teinté d'une nuance de pitié condescendante. Et à Solène, bien sûr, a-t-elle ajouté, comme on ajoute un post-scriptum sans importance. Solène, elle, est si fiable. Toujours si raisonnable. C'est une chance, après tout, d'avoir au moins une fille sur qui on peut vraiment compter pour les choses sérieuses. Le compliment a atterri sur la table avec le bruit sourd d'une insulte. J'étais la fille sérieuse. La fille avec un CDI, un plan épargne-logement, un avenir sans surprise. J'étais l'encre, le port sûr, celle qui ne faisait jamais de vagues. Celle qu'on ne remarquait que lorsqu'on avait besoin de quelque chose. Je me souviens d'un souvenir d'enfance, si anodin mais si révélateur. J'avais 10 ans, Léonie en avait 8. Elle avait cassé un vase de Chine, un héritage de ma grand-mère. Prise de panique, elle m'avait supplié de prendre la faute à sa place. Toi, maman te grondera moins, avait-elle pleuré. Tu es la grande, tu es la sage. Et comme une idiote, j'avais accepté. J'avais été privée de dessert pendant une semaine. Léonie, rongée par une culpabilité de courte durée, avait eu droit à une double part pour la consoler de la perte du vase. C'était ça, ma vie. Bastien, assis à côté de moi, a senti ma mâchoire se contracter. Sa main a trouvé la mienne sous la nappe, ses doigts se sont entrelacés avec les miens. Un geste familier, un code secret qui disait « Je suis avec toi ». Elle ne le pense pas comme ça, a-t-il murmuré si bas que seul moi pouvais l'entendre. J'ai levé les yeux vers lui pour le remercier, mais son regard m'a échappé. Il était fixé sur Léonie, qui racontait une anecdote avec de grands gestes. Il la regardait avec une fascination, une sorte d'avidité que je n'avais jamais vue dans ses yeux lorsqu'il me regardait.
Le contact de sa main est soudain devenu froid, étranger. Une petite alarme, stridente et glaciale, a retenti dans mon esprit. Mais je l'ai fait taire. J'ai choisi de l'ignorer, de l'enterrer sous 5 ans de souvenirs, de confiance et d'amour aveugle. C'était juste de l'admiration fraternelle, me suis-je dit. Bastien a toujours bien aimé ma sœur. J'ai serré sa main un peu plus fort, comme pour me convaincre moi-même. J'ai ignoré ce sentiment. Après tout, dans une semaine, nous allions célébrer mes 30 ans. J'allais annoncer à ma famille que nous avions enfin assez d'argent pour l'acompte de notre maison. J'étais si naïve. Je ne savais pas que dans cette même pièce, les plans de ma destruction étaient déjà scellés. Le jour J. Le jour de mes 30 ans. J'ai toujours été une organisatrice, une planificatrice. J'aime quand les choses sont bien faites, quand chaque détail est pensé. Et cette fête, c'était le projet de ma vie. Plus qu'une fête, c'était un symbole. Le symbole de mon passage à l'âge adulte, de ma réussite, de mon bonheur. J'y avais mis tout mon cœur, toute mon énergie, et une bonne partie de mes économies. Le gîte que j'avais trouvé dans les Monts d'Or était un petit coin de paradis. Des pierres dorées, des volets bleus, un jardin qui descendait en terrasse vers une vue spectaculaire. J'y avais passé des week-ends entiers, un mètre-ruban à la main, imaginant la disposition des tables, l'emplacement du buffet, la piste de danse improvisée sur la terrasse. Ce matin-là, en arrivant avec le traiteur, j'étais euphorique. Le soleil brillait, une brise légère faisait frémir les feuilles des oliviers. Tout était parfait. Nous avons installé les 50 chaises blanches, disposé les nappes en lin, aligné les verres qui n'attendaient que le champagne. Le gâteau est arrivé, une œuvre d'art au citron et à la lavande, décorée de fleurs fraîches. Je prenais des photos, les envoyant à Bastien avec des cœurs, imaginant son visage s'illuminer le soir même. Et puis, le lent démantèlement de mon bonheur a commencé. D'abord, l'appel de ma mère, à la mi-journée. Sa voix, habituellement si assurée, était devenue mielleuse, presque théâtrale. Ma chérie, ma pauvre chérie, une catastrophe. Une urgence familiale absolument terrible vient de survenir. Ton père et moi sommes obligés de partir sur le champ. Nous sommes anéantis, tu ne peux pas savoir à quel point nous sommes désolés de rater ta grande journée. Elle a refusé de me donner des détails. Ce n'est pas le moment, c'est trop compliqué, a-t-elle éludé, me laissant avec un sentiment de malaise et de culpabilité de penser à ma fête alors qu'une catastrophe se produisait. Puis, le texto de mon père est tombé, 1 heure plus tard. Laconique, glacial. Gros empêchement de dernière minute. On se parle plus tard. Pas un bon anniversaire, pas un désolé. Rien. Le néant. La blessure était vive. Mon père n'a jamais été un grand démonstratif, mais là, c'était de l'indifférence pure. J'ai essayé d'appeler Léonie. Ma demoiselle d'honneur non officielle, celle qui devait m'aider à accueillir les invités. Sa messagerie vocale. Encore et encore. J'ai laissé des messages, de plus en plus inquiets. Léo, rappelle-moi, je commence à m'inquiéter avec cette urgence dont parle maman. Tu vas bien? Pas de réponse. Le silence de ma sœur était peut-être le plus étrange de tous. Il ne restait que Bastien. Mon roc. Mon futur. Il allait arriver, lui. Il allait me prendre dans ses bras et tout irait bien. Mais les heures passaient. 19 heures, l'heure officielle du début de la fête. Puis 20 heures. Le soleil a commencé à se coucher, peignant le ciel de couleurs magnifiques que je regardais seul. Le traiteur et ses serveurs me lançaient des regards gênés, pleins de pitié. Cette pitié me brûlait la peau. À 21 heures, j'ai compris. J'ai compris qu'il ne viendrait pas non plus. Personne ne viendrait. J'ai payé le traiteur une somme astronomique, le suppliant presque de ne pas me poser de questions. Donner tout à une association, ai-je murmuré, la gorge serrée. S'il vous plaît, faites tout disparaître. Je suis monté dans ma voiture, le gâteau magnifique occupant la place du passager comme un fantôme moqueur. Le trajet du retour a été un brouillard de larmes silencieuses. Arrivé chez moi, l'appartement était froid, vide. J'ai allumé toutes les lumières, comme pour chasser l'obscurité qui m'envahissait. J'étais assise là, dans un silence de mort,
faisant défiler sans but mon téléphone pour échapper à la douleur. C'est alors qu'une notification est apparue. Une simple notification qui allait faire voler ma vie en éclats. Une notification. Un petit son anodin qui a percé le silence pesant de mon appartement. Sur l'écran verrouillé, une phrase simple. Quelqu'un vous a identifié dans une publication. Mon premier réflexe a été un soupir las. Probablement un de mes amis, bien intentionné, qui avait posté une vieille photo de nous pour me souhaiter mon anniversaire, ignorant le fiasco monumental qui venait de se produire. J'ai déverrouillé mon téléphone, le cœur lourd, cherchant n'importe quoi pour détourner mon esprit du vide abyssal de ma soirée. L'application s'est ouverte. L'image a mis 1 ou 2 secondes à se charger, 2 secondes qui m'ont paru une éternité. Et puis, elle est apparue, occupant tout l'écran de son bonheur insolent. Ce n'était pas une vieille photo. C'était une image professionnelle, d'une qualité irréprochable. La lumière était douce, presque irréelle, comme celle d'un coucher de soleil en été. L'arrière-plan était flou, mais je pouvais deviner un vignoble, des roses blanches grimpant sur un mur de pierre. C'était une photo de mariage. Au centre, ma sœur, Léonie. Je ne l'avais jamais vue aussi belle. Elle portait une robe de mariée en dentelle fine, une création complexe qui semblait avoir été cousue sur elle. Ses cheveux blonds étaient relevés en un chignon sophistiqué, piqué de petites fleurs blanches. Elle souriait, un sourire éclatant, triomphant, qui ne laissait aucune place au doute. Elle était heureuse. Pendant une fraction de seconde, une seule pensée a traversé mon esprit, une pensée égoïste et blessée, elle s'est mariée. Ma petite sœur s'est mariée et elle ne m'a rien dit. Elle ne m'a même pas invitée. La douleur de cette exclusion était déjà une lame dans mon cœur. Puis, comme dans un film au ralenti, mon regard s'est déplacé de son visage à celui de l'homme qui se tenait à ses côtés. L'homme dont le bras entourait sa taille avec une familiarité possessive. Le marié. Le temps s'est arrêté. L'air a semblé se solidifier dans mes poumons. Un froid glacial a commencé à se répandre dans mes veines, partant de ma poitrine pour atteindre le bout de mes doigts. Mon estomac s'est tordu en un nœud si serré que j'ai dû me pencher en avant, le souffle coupé. Non. Ce n'était pas possible. C'était une erreur. Une blague de mauvais goût. Un montage. Mes doigts tremblants ont tapoté l'écran pour zoomer. L'image est devenue plus grande, plus nette, plus insupportable. C'était lui. Il n'y avait aucun doute. Bastien. Mon Bastien. Mon fiancé. Il était là, dans un costume bleu marine parfaitement coupé, souriant à l'objectif. Mais ce n'était pas le sourire que je connaissais. C'était un sourire suffisant, presque arrogant. Le sourire d'un homme qui a obtenu exactement ce qu'il voulait. Mon regard a été attiré par un détail. La cravate. Une cravate en soie grise à fines rayures bleues. Je l'ai reconnue instantanément. Je la lui avais offerte. C'était mon cadeau pour notre 5e anniversaire. Un cadeau que j'avais mis des semaines à choisir. Il la portait. Il portait le symbole de notre amour pour épouser ma sœur. La nausée est montée, âcre et violente. Puis, un autre détail. Les boucles d'oreilles de Léonie. De délicates perles, un bijou de famille qui appartenait à notre grand-mère. Ma mère m'avait juré, les larmes aux yeux, qu'elle les avait perdues des années auparavant. Elle les portait. Tout était un mensonge. Chaque souvenir, chaque parole, chaque objet. Tout était une vaste et cruelle mise en scène. Le téléphone est tombé de ma main et s'est écrasé sur le parquet avec un bruit sec. Je ne l'ai même pas entendu. Le seul son que j'entendais était le battement assourdissant de mon propre cœur, un tambour funèbre dans la cage de mes côtes. La vérité m'a frappé avec la violence d'un accident de voiture. L'urgence familiale. Le déplacement professionnel. C'était ça. C'était leur mariage. Ils n'avaient pas juste manqué mon anniversaire. Ils avaient choisi ce jour, mon jour, pour me poignarder dans le dos, tous ensemble. Alors que je fixais l'écran, le souffle coupé, mon téléphone a vibré sur le sol. C'était ma mère. Je ne savais pas encore que cet appel allait être plus douloureux que la photo elle-même. J'ai mis plusieurs secondes à réagir à la vibration du téléphone sur le sol. Mon corps semblait paralysé, mon esprit déconnecté.
Finalement, avec un effort qui me parut surhumain, je me suis penchée et j'ai ramassé l'appareil. Le nom « Maman » s'affichait sur l'écran, clignotant comme un avertissement. Une partie de moi voulait le jeter contre le mur, le réduire en 1000 morceaux. Mais une autre partie, une partie masochiste et avide de réponses, a fait glisser mon pouce sur l'icône verte. Allô ? Ma voix était méconnaissable, un son étranglé qui venait du fond de ma gorge. Solène, ma chérie. Oh, Dieu merci, tu as répondu. La voix de ma mère était une caricature de l'inquiétude maternelle. Chaque mot était trempé dans une pitié feinte, chaque sanglot était parfaitement calibré. Nous étions morts d'inquiétude, ma puce. On vient juste d'apprendre pour Léonie et Bastien, je te jure sur ce que j'ai de plus cher. Le mensonge était si énorme, si insultant, que pendant un instant, je n'ai rien pu dire. Je fixais le mur en face de moi, la photo du mariage gravée sur ma rétine. Vous venez d'apprendre, ai-je réussi à articuler, ma voix blanche. Oui, ma chérie. C'est un terrible, terrible malentendu. Elle a enchaîné, le débit rapide, comme si elle récitait un texte appris par cœur. Bastien est venu nous voir il y a quelques mois. Il était dévasté. Il nous a expliqué que vous aviez décidé de rompre, d'un commun accord. Que vous vouliez des choses différentes, mais que vous restiez en bons termes. Nous n'avions aucune, absolument aucune idée que tu considérais encore que vous étiez ensemble. Il nous a tous trompés, ma pauvre chérie. Chaque mot était un coup de poignard supplémentaire. Ils avaient préparé leur histoire. Ils avaient construit une réalité alternative dans laquelle j'étais l'ex-petite amie pathétique, incapable de voir la vérité. Nous ne nous sommes pas séparés, maman, ai-je dit, ma voix devenant plus forte, plus dure. Oh, ma pauvre petite chose, a-t-elle continué, sa voix dégoulinant d'une compassion qui me donnait la nausée. Il t'a manipulé, c'est évident. Et Léonie, elle a le cœur brisé. Elle est tellement amoureuse, mais elle ne voulait pas te faire de mal. C'est pour ça qu'ils ont gardé ça secret, pour te protéger. Ils ont fait un tout petit mariage, très discret, pour ne pas t'exposer. Discret, ai-je presque crié. Les photos sont partout. Il y a des centaines d'invités. Où ont-ils trouvé l'argent pour un mariage pareil, maman ? Il y eut une microseconde de silence. Le temps qu'elle improvise un nouveau mensonge. Oh, mais tu sais, Bastien a eu cette formidable promotion. Une prime exceptionnelle. Il voulait prouver à ton père qu'il pouvait prendre soin de Léonie, alors il a insisté pour tout payer lui-même. C'est un garçon tellement généreux. Une promotion. Une prime. Ces mots ont déclenché une alarme dans mon esprit. Une alarme bien plus terrifiante que la trahison amoureuse. Pendant que ma mère continuait son monologue pathétique, mon autre main, guidée par une intuition glaciale, a ouvert mon application bancaire. Mon cœur battait si fort que je l'entendais dans mes oreilles. J'ai sélectionné le compte épargne commun. Notre compte, Avenir Maison. L'écran s'est affiché. Le sol s'est dérobé sous mes pieds. Le chiffre en haut de l'écran était une insulte. 47,13 €. La semaine précédente, il y avait 162 450 €. L'effort de toute une vie. Ma part venait de mes économies depuis mon premier emploi, d'un petit héritage de mes grands-parents. Sa part venait de son salaire. C'était notre pot commun, notre avenir. Il était vide. Presque vide. Mon pouce, tremblant, a fait défiler l'historique des transactions. Des retraits massifs. 10 000 €. 20 000 €. Et puis, le coup de grâce, il y a 4 jours. Un virement de 50 000 €. Le libellé était une torture, à compte lieu mariage Léonie et Bastien. Ce n'était pas 80 000 € qu'il m'avait volé. C'était ma part. Ma sueur. Mes sacrifices. Ce n'était pas de l'argent. C'étaient les murs de la maison que je n'aurais jamais. C'étaient les voyages que nous ne ferions jamais. C'était la sécurité que je pensais avoir construite. Ils n'avaient pas volé de l'argent. Ils avaient volé mon avenir et ils l'avaient utilisé pour construire le leur. Ma chérie, on en reparlera quand ils rentreront de leur lune de miel, disait la voix lointaine de ma mère. Ils sont partis dans les Cyclades, les chanceux. Quelque chose en moi s'est rompu.
La tristesse s'est transformée en une rage froide, calculatrice. J'ai appuyé sur le bouton rouge, coupant ma mère en plein milieu de sa phrase. Dans le silence assourdissant de mon appartement, une seule certitude a émergé, claire et tranchante comme du verre brisé, ils allaient me le rembourser. Au centime près. Avec les intérêts. Si vous étiez à ma place, qu'auriez-vous fait? Auriez-vous crié? Pleuré? Ou auriez-vous commencé à planifier votre vengeance, comme moi? Dites-le moi dans les commentaires. Je suis curieuse de savoir comment vous auriez réagi face à une telle trahison financière et émotionnelle. Le choc initial s'est dissipé, laissant place à un vide immense, un gouffre béant dans ma poitrine. Je me suis recroquevillée sur le sol froid de mon salon, les bras enroulés autour de mes genoux, comme pour m'empêcher d'exploser en mille morceaux. Et puis, les larmes sont venues. Pas des larmes de tristesse, mais des larmes de rage, de douleur et d'humiliation. Des sanglots convulsifs qui secouaient tout mon corps, des sons rauques et animaux qui semblaient venir d'un endroit que je ne connaissais pas en moi. Je pleurais la fin de mon innocence, la mort de la confiance. Je pleurais sur les ruines de la vie que j'avais si méticuleusement construite, une vie qui s'était révélée être un décor de théâtre. Chaque souvenir heureux était maintenant empoisonné. Notre premier baiser sous la pluie, notre premier appartement, ces promesses murmurées dans le noir. Tout était souillé, transformé en une farce macabre. Avait-il ri de moi pendant tout ce temps? Se retrouvait-il en secret, se moquant de la gentille Solène, la fiable Solène, qui finançait leur bonheur à son insu? La pensée était si vile, si insupportable, qu'elle a attisé le feu de ma colère. Après un temps indéterminé, les larmes se sont arrêtées. Je me sentais vidée, mais une étrange clarté d'esprit s'était installée. Le chagrin avait brûlé tout le superflu, ne laissant que l'essentiel, une froide et implacable résolution. Je me suis relevée, mes membres endoloris. Mon regard s'est posé sur une boîte à chaussures rangée sur l'étagère du haut d'une armoire. Notre boîte à souvenirs. D'un geste mécanique, je l'ai descendue. Je l'ai ouverte. À l'intérieur, notre histoire. Des tickets de concert, des fleurs séchées, des photos de vacances. Et des dizaines de petits mots qu'il avait l'habitude de me laisser. J'en ai pris un au hasard. Son écriture penchée et familière. À ma Solène, mon futur. Je t'aimerai pour toujours. J'ai lu la phrase, encore et encore. Ce n'était plus une promesse d'amour. C'était une preuve. Une preuve de sa duplicité, de sa trahison préméditée. Ce n'était pas juste un homme infidèle. C'était une conspiration. Un plan élaboré pour me voler, me dépouiller de tout, avec la bénédiction et la participation active de ma propre famille. Il m'avait tenue, souriante et aveugle, pendant qu'il me faisait les poches. En regardant ces souvenirs pathétiques, la dernière once de tristesse s'est évaporée. La rage a pris toute la place. Une rage pure, concentrée. C'était une énergie nouvelle, puissante. Pleurer ne me servirait à rien. C'était exactement ce qu'ils attendaient de moi. Que je me lamente, que je m'effondre, que je devienne la victime tragique de leur histoire. Mais leur histoire était terminée. La mienne ne faisait que commencer. Je me suis levée, déterminée. J'ai balayé les souvenirs de la table dans la poubelle. J'ai allumé mon ordinateur portable. L'écran a jeté une lueur blafarde sur mon visage. Mon premier réflexe a été d'aller sur les réseaux sociaux, de tout déballer, de crier au monde leur infamie. Mais non. Ce serait une réaction à chaud, une erreur. Il fallait être plus intelligente. Plus méthodique. J'ai créé un nouveau dossier sur le bureau de mon ordinateur. Je l'ai nommé d'un seul mot, un mot qui allait devenir mon mantra pour les mois à venir, preuve. Mes doigts ont couru sur le clavier. J'ai commencé à télécharger. Les photos du mariage. Les commentaires de félicitations de leurs amis communs. Les relevés de compte détaillés, mettant en évidence chaque retrait, chaque virement. J'ai fouillé dans mes archives d'emails, retrouvant les échanges où nous parlions de nos projets de maison, de notre compte commun. Chaque fichier était une arme. Chaque capture d'écran était une munition. J'ai travaillé pendant plus d'une heure, le chagrin complètement oublié, remplacé par une concentration glaciale. Quand j'ai eu fini, j'avais un dossier parfaitement organisé,
un réquisitoire numérique de leur trahison. Ils pensaient m'avoir laissé sans rien. Ils avaient tort. Ils m'avaient laissé une cause. J'ai ouvert mon navigateur Internet. Je n'ai pas cherché de groupe de soutien. Je n'ai pas cherché de conseils pour cœur brisé. J'ai tapé 3 mots dans la barre de recherche, meilleur avocat fraude Lyon. Le lendemain matin, je me suis présenté au cabinet de Maître Antoine Dubois. J'avais choisi le meilleur, le plus cher, celui qui avait la réputation d'être un requin impitoyable. Son bureau, perché au sommet d'une tour surplombant Lyon, était à son image, sobre, intimidant et dégageant une aura de pouvoir absolu. Des murs couverts de livres de droit, un immense bureau en bois sombre, et une vue panoramique qui semblait mettre la ville à ses pieds. Maître Dubois était un homme d'une 60aine d'années, grand, sec, avec des yeux gris perçants qui semblaient lire directement en vous. Il m'a accueilli avec une poignée de main ferme et m'a invité à m'asseoir sans un mot de compassion inutile. J'ai apprécié. Je n'étais pas venu chercher de la pitié. J'étais venu chercher des armes. J'ai sorti ma clé USB et l'ai branchée à son ordinateur. Le dossier s'appelle « Preuve, », lui ai-je dit. Pendant que les fichiers se chargeaient, je lui ai raconté l'histoire. Sans une larme, sans un tremblement dans la voix. J'ai exposé les faits, rien que les faits, le compte commun, les économies, le mariage, les mensonges, le vol. Il a écouté, le menton posé sur ses mains jointes, ses yeux ne quittant jamais les miens. Il a parcouru les documents à l'écran, les relevés bancaires, les emails, les photos. Quand j'ai terminé, un long silence s'est installé. Il s'est adossé à son fauteuil en cuir, qui a gémi sous son poids. Mademoiselle Lambert, a-t-il finalement dit, sa voix grave et calme. Laissez-moi être parfaitement clair. Ce que vous décrivez n'est pas une affaire de cœur. C'est un cas d'école d'abus de confiance aggravé, potentiellement une escroquerie en bande organisée, vu l'implication de votre famille. Entendre ces mots, ces termes juridiques froids et précis, a été une validation extraordinaire. Ma douleur n'était pas une simple peine de cœur. C'était un crime. Un crime qui avait des responsables et qui méritait une punition. Mais ils sont riches et influents, ai-je objecté. Mon père a le bras long à Lyon. Ils vont essayer de me discréditer, de me faire passer pour folle. Un sourire presque imperceptible a étiré les lèvres de Maître Dubois. Les gens riches et influents sont ceux qui ont le plus à perdre. Leur bien le plus précieux n'est pas leur argent, c'est leur réputation. Et c'est précisément là que nous allons frapper. Il s'est levé et a commencé à marcher de long en large devant la baie vitrée. Nous allons les attaquer sur 2 fronts. Le premier, civil, pour récupérer votre argent, avec des dommages et intérêts substantiels. Le second, pénal. Une plainte pour vol et abus de confiance. La menace d'un casier judiciaire et d'une publicité désastreuse est une arme de dissuasion massive. Il s'est arrêté et s'est tourné vers moi. Mais je dois vous prévenir. Ce sera long. Ce sera laid. Ils vont fouiller dans votre vie, essayer de vous salir. Êtes-vous prête pour cette guerre ? Je suis prête à tout, ai-je répondu sans hésiter. En sortant de son bureau, je me sentais plus légère, comme si un poids énorme avait été levé de mes épaules. Je n'étais plus seule. J'avais un allié. Un allié redoutable. Le chemin du retour vers mon appartement a été différent. Je ne voyais plus les rues de Lyon comme des souvenirs douloureux, mais comme un champ de bataille. La première décision stratégique s'est imposée à moi. Je ne pouvais pas rester ici. Je ne pouvais pas mener cette guerre en vivant sur le territoire ennemi, en risquant de les croiser à chaque coin de rue. J'avais besoin de me reconstruire ailleurs, de prendre de la force loin de leur influence toxique. Le soir même, j'ai commencé mes recherches. Nantes. C'était assez loin. Une ville dynamique, réputée pour sa créativité et son indépendance d'esprit. Une page blanche. La décision a été prise en 1 heure. Les jours suivants ont été un tourbillon d'activités. J'ai démissionné. J'ai trouvé un déménageur. J'ai trié ma vie. Tout ce qui m'appartenait est parti dans des cartons, direction un garde-meuble. Tout ce qui appartenait à Bastien, je l'ai laissé. Ses vêtements, ses livres, ses cadeaux. J'ai juste posé les clés de l'appartement sur la table basse, à côté d'une seule photo de nous deux, face contre table. Un dernier message silencieux.
2 semaines après ma visite chez Maître Dubois, j'étais assise dans un TGV qui filait vers l'ouest. En regardant le paysage lyonnais s'éloigner par la fenêtre, je n'ai ressenti aucune tristesse. Juste une immense sensation de libération. Je n'étais plus Solène, la fiancée trahie. J'étais une stratège en retraite tactique, préparant sa prochaine offensive. Arriver à Nantes a été un choc. Un choc salutaire. La ville était différente de Lyon, moins bourgeoise, plus vibrante, plus jeune. L'air de l'Atlantique semblait balayer les derniers vestiges de mon ancienne vie. Les premiers mois, cependant, ont été d'une difficulté brutale. J'ai loué un petit studio meublé, impersonnel et triste, dans un quartier que je ne connaissais pas. La solitude était une présence constante, un poids sur mes épaules. À Lyon, j'avais un cercle social, des habitudes, des repères. Ici, je n'étais personne. Il y a eu des nuits, de longues nuits pluvieuses, où le doute s'est insinué en moi. Assise seule sur mon canapé inconfortable, mangeant des pâtes directement dans la casserole, je me demandais si je n'avais pas fait une erreur. N'aurais-je pas dû rester, me battre sur place? La tentation de tout abandonner, de me recroqueviller et de laisser le chagrin me consumer était parfois écrasante. Mais à chaque fois, une image me revenait, le sourire suffisant de Bastien sur la photo de mariage. Et la rage revenait, chassant la pitié de soi. J'ai canalisé cette rage dans ma reconstruction. J'ai passé des dizaines d'entretiens. J'ai finalement décroché un poste de chef de projet marketing dans une start-up en pleine effervescence qui développait des applications mobiles. Le rythme était intense, les défis constants. C'était exactement ce dont j'avais besoin. J'ai plongé dans le travail comme une naufragée s'accrochant à un radeau. J'ai travaillé 12 heures par jour, j'ai appris, j'ai innové. Mon esprit, entièrement occupé par des stratégies de marché et des lancements de produits, n'avait plus le temps de ruminer le passé. Mes collègues étaient jeunes, brillants et accueillants. Lentement, prudemment, j'ai commencé à nouer de nouvelles amitiés. Des amitiés saines, basées sur le respect mutuel et des intérêts communs, pas sur des dynamiques familiales toxiques. Pour la première fois de ma vie, j'avais l'impression d'être jugée pour qui j'étais, pas pour le rôle que je devais jouer. J'ai été promue chef de département en moins de 6 mois. Je me construisais une nouvelle identité, une nouvelle réputation, loin de l'ombre de ma famille. Pendant ce temps, la guerre juridique se poursuivait en coulisses. Maître Dubois et moi échangions des emails sécurisés presque tous les jours. Il était mon général, j'étais son soldat sur le terrain. Il m'informait des manœuvres de la partie adverse. Ils essayaient de retarder la procédure, de jouer la montre, espérant m'épuiser financièrement et moralement. Ils n'avaient pas compris que j'étais devenue une experte en endurance. Puis, un soir, alors que je rentrais d'une longue journée de travail, un email de Maître Dubois m'attendait. L'objet était simple, réponse officielle. Mon estomac s'est noué. Je l'ai ouvert, le cœur battant. Leurs avocats avaient finalement répondu à notre mise en demeure. Et leur défense était encore plus vile que ce que j'avais imaginé. Ils rejetaient toutes les accusations en bloc. Ils affirmaient noir sur blanc que les 80 000 € que j'avais versés sur le compte commun étaient un cadeau d'amour, un don volontaire, pour aider Bastien, l'homme que j'aimais, à réaliser ses projets. Ils prétendaient que notre rupture avait été douce et consensuelle, et que mon action en justice n'était que la manœuvre hystérique et vindicative d'une femme éconduite et jalouse de sa sœur. Ils essayaient de retourner l'histoire, de me transformer de victime en bourreau. Maître Dubois a ajouté une note personnelle à la fin de l'email, ils sont forts. Ils ont de bons avocats et une histoire bien rodée. Pour le moment, c'est votre parole contre la leur. Les relevés bancaires prouvent les transferts, mais pas l'intention frauduleuse. Il nous faut une preuve irréfutable, mademoiselle Lambert. Une arme fumante, point. En lisant ces lignes, un frisson de peur m'a parcouru. Une peur que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Et s'ils y arrivaient? Et s'ils parvenaient à convaincre un juge que j'étais folle? Assise sur le sol de mon appartement vide à Nantes, j'ai cru qu'ils avaient gagné. J'ai cru que ma rage n'était pas suffisante. C'est à ce moment précis que le facteur a sonné. Le son de la sonnette m'a fait sursauter. Je ne recevais jamais de visite à l'improviste. J'ai ouvert la porte avec une certaine appréhension. C'était un livreur,
qui m'a tendu un petit paquet carré, un colis recommandé. L'étiquette de l'expéditeur indiquait une adresse à Paimpol, en Bretagne. Le nom m'était vaguement familier, Isabelle Gauthier. Ma grand-tante. La sœur de ma grand-mère. Une femme que je n'avais vue que quelques fois dans mon enfance, lors de lointaines réunions de famille. Confuse, j'ai signé et j'ai pris le paquet. Il était étonnamment lourd pour sa taille. Je l'ai posé sur la table de la cuisine et je l'ai ouvert avec précaution. À l'intérieur, du papier de soie protégeait une vieille boîte à bijoux recouverte d'un velours bleu nuit, décoloré par les années. Sous la boîte, une lettre, pliée en 4. L'écriture était fine, penchée, celle d'une personne âgée. Ma chère Solène, disait la lettre. J'espère que ce courrier te trouve bien, malgré les circonstances. Les nouvelles, même les mauvaises, voyagent vite dans notre famille. J'ai appris ce que Martine et les autres t'ont fait subir. Je ne suis, hélas, pas surprise, mais mon cœur est lourd de chagrin pour toi. Ta mère a toujours été compliquée. Elle a toujours vu en Léonie son propre reflet, et en toi, celui de ta grand-mère, une femme qu'elle admirait autant qu'elle la jalousait. Cette phrase m'a frappée. Je n'avais jamais pensé les choses sous cet angle. Avant que ta grand-mère ne nous quitte, continuait la lettre, elle m'a confié cette boîte. Elle m'a fait jurer de la garder en lieu sûr et de te la remettre, à toi et à personne d'autre, le jour où tu en aurais le plus besoin. Elle disait, Martine essaiera de le récupérer, mais ce collier n'est pas pour elle. Il est pour ma petite fille qui a ma force. Pas la force qui crie, mais la force qui endure et qui planifie, point. Mes mains tremblaient. J'ai posé la lettre et j'ai ouvert la boîte. À l'intérieur, sur un lit de satin défraîchi, reposait le collier de ma grand-mère. Je l'ai reconnu immédiatement d'après les vieilles photos en noir et blanc. Une chaîne en platine, incroyablement fine, d'où pendait un unique diamant, taillé en poire. Il n'était pas ostentatoire, mais il brillait d'un feu intérieur, pur et intense. Il a capturé la lumière blafarde de ma cuisine et l'a transformée en 1000 éclats de couleurs. Ma mère m'avait raconté une histoire. Que ce collier, le seul bijou de valeur de la famille, avait été volé lors d'un cambriolage il y a des années. Un mensonge de plus. Ma grand-mère avait su. Elle avait anticipé la cupidité de sa propre fille et avait protégé son héritage pour moi. J'ai sorti le collier de sa boîte. Il était froid contre ma peau. En le tenant, je n'ai pas seulement senti le poids du platine et du diamant. J'ai senti le poids de la confiance de ma grand-mère, de son amour, de sa force. C'était plus qu'un bijou. C'était une transmission. Un flambeau. La force qui planifie. Ces mots tournaient en boucle dans mon esprit. La réponse n'était pas dans la confrontation directe, dans les preuves juridiques classiques. La réponse était dans la stratégie. Je devais penser comme ma grand-mère. Je devais être plus intelligente, plus rusée. Revigorée, je me suis remise devant mon ordinateur. Mais cette fois, je n'ai pas cherché des failles juridiques. J'ai cherché des failles dans leur armure sociale. J'ai tapé le nom de mon père sur Google. Et c'est là que je l'ai vu. L'article. Un publi-reportage sur un blog mondain lyonnais, vantant les mérites de la Fondation Lambert. L'article était illustré de photos de gala des années précédentes. Mon père, ma mère, tout sourire, entouré du gratin de la ville. Le maire, des chefs d'entreprise, des notables. Leur réputation. C'était ça, leur centre de gravité. C'était la source de leur pouvoir. Et donc, leur plus grande vulnérabilité. L'article annonçait la date du prochain gala annuel. Dans 6 semaines. Une idée a germé dans mon esprit. Une idée folle, audacieuse, et absolument terrifiante. Une idée digne de la force qui planifie. Je n'allais pas les affronter dans l'ombre d'un tribunal. J'allais les faire tomber en pleine lumière, sur leur propre scène, devant leur propre public. Le lendemain matin, j'étais au téléphone avec Maître Dubois. Ma voix était différente. La peur de la veille avait été remplacée par une assurance nouvelle, presque glaciale. Maître, ai-je commencé sans préambule, j'ai trouvé notre arme fumante. Mais ce n'est pas un document. C'est un événement. Je lui ai exposé mon plan dans les moindres détails.
L'idée de transformer leur soirée de charité la plus prestigieuse en une humiliation publique. Il y a eu un long silence à l'autre bout du fil. J'ai cru un instant qu'il allait me dire que j'étais folle, que c'était trop risqué. Puis j'ai entendu un son qui ressemblait à un petit rire admiratif. Mademoiselle Lambert, a-t-il dit, parfois, le meilleur moyen de gagner un procès n'est pas devant un juge, mais devant le tribunal de l'opinion publique. J'adore votre plan. Mettons-le en œuvre. Mais il semblait que la guerre des nerfs avait déjà commencé. Ma famille, ou plutôt leurs avocats, devaient sentir que la situation leur échappait. Ils ont décidé de lancer une offensive préventive. Une semaine plus tard, alors que je travaillais sur la présentation qui devait me permettre d'infiltrer le gala, mon téléphone a vibré. C'était un message d'une de mes collègues de Nantes, une fille avec qui je commençais à bien m'entendre. « Salut Solène, je ne veux pas être indiscrète, mais une amie de Lyon vient de m'envoyer ça. J'espère que ça va. » Le lien menait à un blog lyonnais spécialisé dans les potins et les rumeurs. Le titre de l'article m'a sauté au visage, « Drame chez les Lambert, quand l'amour se transforme en harcèlement. » Mon cœur s'est serré. J'ai lu l'article, la nausée montant en moi. C'était un chef-d'œuvre de manipulation. Sans jamais me nommer directement, mais en donnant suffisamment de détails pour que quiconque connaissait la famille me reconnaisse, l'article racontait une histoire complètement déformée. Il parlait d'une fille aînée à la personnalité fragile, qui aurait mal vécu la belle histoire d'amour née entre sa sœur et son ex-compagnon. Il insinuait que j'avais des comportements obsessionnels, que je les harcelais et que j'avais inventé une histoire de vol pour me venger, allant jusqu'à menacer ma propre famille d'un scandale médiatique si on ne me donnait pas d'argent. C'était signé par un ami de la famille souhaitant rester anonyme. C'était leur œuvre. Une attaque préméditée pour me discréditer, pour préparer le terrain, pour me peindre en folle avant même que l'affaire n'arrive au tribunal. C'était diabolique. Et c'était efficace. Le coup a été plus dur que je ne l'aurais cru. Ce n'était plus une affaire privée. C'était public. J'ai senti les regards changer au bureau. Des chuchotements quand je passais dans le couloir. La pitié dans les yeux de certains, la méfiance dans ceux des autres. Mon patron m'a convoqué pour un entretien informel, me demandant si tout allait bien dans ma vie personnelle. L'humiliation était totale. J'ai reçu des messages d'anciennes connaissances de Lyon, des messages faussement compatissants qui cherchaient en réalité à savoir les détails croustillants. Pendant 48 heures, je me suis terrée. J'ai eu honte. J'ai eu envie de tout plaquer, de disparaître, de leur donner raison. Ils étaient en train de gagner la guerre de l'image. Mais le soir du deuxième jour, alors que je relisais l'article pour la 10e fois, la honte s'est transformée. J'ai regardé le collier de ma grand-mère, posé sur ma table de chevet. Et j'ai compris. Cette attaque n'était pas un coup qui devait me mettre à terre. C'était un acte de désespoir de leur part. Ils avaient peur. Peur de la vérité. Peur de ce que je savais. Cette tentative de me salir publiquement n'a fait que renforcer ma détermination. Ce n'était plus seulement une question d'argent ou de vengeance. C'était devenu une question d'honneur. Ils avaient tiré les premiers. J'allais m'assurer que le dernier coup serait le mien, et qu'il serait fatal. L'article calomnieux a eu l'effet inverse de celui escompté par ma famille. Il n'a pas brisé ma résolution, il l'a forgée en un acier indestructible. Chaque murmure dans mon dos, chaque regard apitoyé au bureau, était un carburant de plus pour le moteur de ma vengeance. J'ai rappelé Maître Dubois. Ils ont commis une erreur, lui ai-je dit d'une voix dénuée de toute émotion. Ils ont rendu cette affaire personnelle. Maintenant, nous n'avons plus aucune raison de faire preuve de retenue. La première phase de l'opération Gala était de sécuriser mon entrée. Mon plan pour convaincre mon PDG de sponsoriser une table devait être infaillible. J'ai passé 3 jours à préparer ma présentation. J'ai analysé la liste des invités des années précédentes, des PDG, des investisseurs, des personnalités politiques. J'ai monté un dossier solide sur les opportunités de réseautage, le potentiel de développement commercial à Lyon et le prestige associé à l'événement. Le jour de la présentation, j'étais nerveuse, mais je l'ai cachée derrière un masque de professionnalisme absolu. J'ai déroulé mes arguments avec une confiance que je ne ressentais qu'à moitié. Mon PDG,
Un homme intelligent et pragmatique a écouté attentivement. Il a posé des questions pointues. J'avais anticipé chacune d'entre elles. C'est une dépense considérable, Solène, a-t-il dit en conclusion. Je sais, ai-je répondu. Mais je suis convaincu que le retour sur investissement, en termes de contact et de visibilité, sera bien supérieur. Je suis prête à mettre ma propre réputation en jeu sur ce projet. Il m'a regardé un long moment, puis a souri. D'accord. Faites-le. Je vous fais confiance. J'avais mon cheval de Troie. La phase suivante était purement logistique et juridique. Maître Dubois a finalisé les 4 assignations à comparaître. Des documents officiels, froids et implacables. Il a briefé l'huissier de justice, un ancien militaire reconverti, qui a compris l'importance de la mission avec un sérieux quasi solennel. L'heure, le lieu, le déroulé. Tout était millimétré. À 20h45, M. Lambert sera en plein milieu de son discours à expliquer Maître Dubois au téléphone. C'est le moment de vulnérabilité maximale. La surprise sera totale. 2 jours avant le gala, j'ai pris un TGV pour Lyon. Le voyage était étrange. Je retournais dans la ville que j'avais fuie, mais je n'étais plus la même personne. J'ai réservé une suite dans un hôtel 5 étoiles sur la presqu'île, un endroit que je n'aurais jamais pu me permettre un an plus tôt. De ma fenêtre, je voyais les lumières de la ville s'étaler à mes pieds. C'était une façon de me prouver à moi-même que j'avais repris le contrôle. Le soir du gala, j'ai consacré l'après-midi à ma préparation. Ce n'était pas une simple mise en beauté, c'était une transformation, une entrée en guerre. J'avais acheté la robe parfaite. Un fourreau de soie vert émeraude. Une couleur qui symbolisait la renaissance, la richesse, et un certain venin. Je l'ai enfilée. Elle était comme une seconde peau, une armure. J'ai coiffé mes cheveux en un chignon bas et sévère, dégageant mon visage. Mon maquillage était sobre, mais mes yeux étaient soulignés, mon regard intensifié. Enfin, j'ai ouvert la boîte en velours bleu. J'ai pris le collier de ma grand-mère. Le diamant semblait puiser la lumière de la pièce pour la réfléchir avec une intensité froide. Je l'ai attaché autour de mon cou. Le contact du métal sur ma peau m'a ancré, m'a donné une force tranquille. J'ai regardé mon reflet dans le grand miroir de la suite. La femme qui me fixait n'était plus la victime en pleurs de l'année précédente. Ses yeux ne contenaient plus de tristesse, mais une détermination de fer. Ce n'était pas le reflet d'une invitée se rendant à une soirée de charité. C'était le reflet d'une reine venant réclamer son royaume. La berline noire s'est arrêtée en douceur devant le perron majestueux de l'hôtel de ville. Les flashs des photographes crépitaient sans interruption, immortalisant l'arrivée de l'élite lyonnaise. En sortant de la voiture, j'ai pris une profonde inspiration. L'air frais du soir contrastait avec la chaleur et le bourdonnement qui s'échappait des portes grandes ouvertes. C'était leur apogée, leur moment de gloire annuel. Ils n'imaginaient pas un seul instant que c'était aussi le début de leur chute. J'ai gravi les marches lentement, délibérément. Chaque pas était mesuré. En franchissant le seuil de la salle de bal, j'ai eu l'impression d'entrer dans une autre dimension. Des lustres de cristal pendaient des hauts plafonds, jetant une lumière dorée sur une foule vêtue de robes de soirée et de smoking. L'air était saturé de parfums de luxe et du son des verres de champagne qui s'entrechoquaient. Une illusion parfaite de sophistication et de générosité. Mon arrivée a provoqué une onde de choc silencieuse. Les conversations se sont interrompues. Les têtes se sont tournées. J'ai vu les regards interrogateurs, les murmures qui se propageaient de groupe en groupe comme une traînée de poudre. C'est bien Solène Lambert? Mais que fait-elle ici? Après ce qu'on a lu. Je les ai ignorés, mon regard balayant la salle avec une froide détermination. Et puis, je les ai vus. Ils étaient là, au centre de l'attention, près de la scène, se pavanant comme la famille royale de Lyon. Mon père, Gérard, l'air digne et important, riant avec le préfet. Ma mère, Martine, dans une robe argentée étincelante, distribuant des sourires éclatants et des bises en l'air. Et à leur côté, le couple vedette. Léonie, dans une robe dorée provocante, l'air plus suffisante que jamais. Et Bastien. Il semblait mal à l'aise, son sourire était crispé. Il tenait son verre de champagne comme une bouée de sauvetage.
Notre regard s'est croisé. Ce fut une fraction de seconde, mais tout s'y est joué. Le sourire de ma mère s'est figé instantanément. Son verre s'est arrêté à mi-chemin de ses lèvres. La panique pure a déformé ses traits pendant un instant avant qu'elle ne reprenne contenance. Le visage de mon père s'est fermé, ses yeux se plissant de fureur. Léonie m'a regardé avec un mélange de choc et de défi. Mais c'est la réaction de Bastien qui m'a donné le plus de satisfaction. Il est devenu blanc comme un mort. Il a fait un pas en arrière, un mouvement instinctif de recul, comme s'il avait vu une apparition. Je ne leur ai pas adressé la parole. Je me suis contentée de leur offrir un très léger sourire. Un sourire qui ne touchait pas mes yeux. Un sourire qui promettait le chaos. Puis, je leur ai tourné le dos, un acte de mépris ultime, et j'ai traversé la salle pour rejoindre la table que mon entreprise avait réservée. Je me suis assise, le dos bien droit, et j'ai attendu, sentant leurs 4 paires d'yeux me transpercer le dos. Le dîner fut une torture de politesse. J'ai discuté avec mes voisins de table, des chefs d'entreprise que je ne connaissais pas, parlant de technologie et de marché, tout en étant hyper consciente du drame qui se jouait à quelques mètres de là. À 20h30, les lumières se sont tamisées. Le maître de cérémonie a présenté mon père avec des éloges dithyrambiques. Il est monté sur scène sous des applaudissements nourris. Il s'est raclé la gorge et a commencé son discours. Mes amis, nous sommes réunis ce soir pour célébrer la générosité, mais aussi pour rappeler les valeurs qui nous sont chères, la famille, l'intégrité, l'honneur. Je n'écoutais plus. Je regardais l'horloge sur mon téléphone. 20h43, 20h44. Alors qu'il parlait de « l'héritage de confiance que nous devons laisser », je l'ai vu. L'huissier. Il est entré par une porte de service, un homme banal dans un costume banal. Il s'est avancé d'un pas régulier, sans se presser. Il a monté les marches de la scène. Mon père s'est interrompu, le regardant avec irritation. « Pardon, monsieur, la scène est réservée. » L'huissier lui a tendu l'enveloppe. « Gérard Lambert, a-t-il dit, sa voix n'étant pas amplifiée par le micro, mais nette et claire. Vous êtes assigné à comparaître. » Un murmure a parcouru la salle. L'huissier a posé l'enveloppe sur le pupitre et est redescendu. Il s'est dirigé vers ma mère et lui a tendu sa propre enveloppe. Puis vers Léonie et Bastien. Martine Lambert, Léonie Lambert, Bastien Fournier, vous êtes assignés à comparaître. La salle a basculé dans un chaos feutré. Les téléphones portables étaient sortis, filmant la scène. Les flashs crépitaient. Mon père était pétrifié sur scène, son discours sur l'honneur à ses pieds. Ma mère semblait au bord de l'évanouissement. Léonie pleurait bruyamment. Bastien fixait son enveloppe comme si elle contenait son arrêt de mort. Je me suis levée. J'ai lissé ma robe vert émeraude. Et dans le silence stupéfait qui était tombé, j'ai traversé la salle de bal et j'ai franchi les portes, laissant derrière moi le spectacle de leur humiliation publique. La guerre était terminée. J'avais gagné. Je n'ai pas attendu le dessert. Je suis sortie de l'hôtel de ville et j'ai marché dans la fraîcheur de la nuit lyonnaise. Pour la première fois depuis 1 an, je respirais librement. Je n'ai pas eu besoin d'attendre le lendemain pour savoir que j'avais gagné. Le son des sirènes lointaines, qui n'était sûrement qu'une coïncidence, m'a semblé être la bande-son de la chute de l'Empire Lambert. Les répercussions ont été aussi rapides et dévastatrices que je l'avais espéré. Le scandale a fait la une de la presse locale. Le blog mondain qui m'avait calomnié a été le premier à retourner sa veste, publiant un article détaillé sur la « soirée de l'humiliation », avec des photos volées de ma mère en pleurs et de mon père pétrifié sur scène. La journaliste que Maître Dubois avait contactée a fait un travail d'investigation remarquable, exposant les incohérences de leur histoire et les détails de ma plainte. En l'espace de 24 heures, leur réputation, si soigneusement construite, a été réduite en cendres. Face à un désastre médiatique et à la perspective d'un procès public qui allait exposer leurs moindres secrets financiers, ils n'avaient plus le choix. Leurs avocats ont contacté Maître Dubois moins de 48 heures après le gala. Ils voulaient négocier. Il n'y a rien à négocier, a répondu mon avocat. Ce sont nos conditions. Non négociables. 1 semaine plus tard, tout était signé. Ils me remboursaient intégralement les 80 000 € volés.
Il ajoutait 100 000 € de dommages et intérêts pour le préjudice moral, la diffamation et les frais d'avocat. Et, condition sine qua non, il devait publier une lettre d'excuse publique dans le journal local, reconnaissant avoir diffusé des informations erronées et préjudiciables à mon sujet. C'était une capitulation totale et humiliante. L'argent est arrivé sur mon compte. En voyant le solde, je n'ai pas ressenti d'euphorie. Juste un profond sentiment de soulagement. Le sentiment que justice avait été faite. Je n'ai plus jamais eu de nouvelles directes d'eux. J'ai appris par des échos que leur vie sociale à Lyon était terminée. Les affaires de mon père ont périclité. Léonie et Bastien ont déménagé dans une autre ville, fuyant l'opprobre. Leur mariage, construit sur un vol et une trahison, n'a apparemment pas résisté au scandale. Moi, je suis restée à Nantes. La ville de ma renaissance. J'ai utilisé l'argent pour l'acompte d'une petite maison avec un jardin, comme j'en avais toujours rêvé. Une maison à moi, construite sur des fondations solides. J'ai continué à gravir les échelons dans mon entreprise, trouvant une satisfaction professionnelle que je n'avais jamais connue. J'ai voyagé. J'ai appris à être seule et à aimer ça. J'ai construit un cercle d'amis qui sont devenus ma vraie famille. Un an jour pour jour après le gala, pour mon 31e anniversaire, j'ai organisé une petite fête dans mon jardin. Pas de chichi, juste un barbecue, quelques guirlandes lumineuses et les rires de la dizaine de personnes que j'aimais vraiment. Avant l'arrivée de mes amis, j'ai pris un moment pour moi. J'ai sorti le petit rosier qu'une amie venait de m'offrir. J'ai creusé un trou dans la terre meuble de mon jardin. En y plaçant les racines, en sentant la terre sous mes doigts, j'ai ressenti un sentiment de paix profonde. Je ne détruisais plus. Je plantais. Je créais de la vie. Ce soir-là, en me préparant, j'ai ouvert la boîte en velours bleu. J'ai attaché le collier de ma grand-mère autour de mon cou. Il ne me semblait plus être une armure. Il était juste là, à sa place, comme une partie de moi. En me regardant dans le miroir, j'ai vu une femme que je ne reconnaissais pas tout à fait, mais que j'apprenais à aimer. Une femme avec des cicatrices, certes, mais des cicatrices qui racontaient une histoire de survie et de force. Ma famille avait essayé de m'enfermer dans une prison de silence et de honte. Mais ils n'avaient pas compris que parfois, en essayant d'enterrer quelqu'un, on ne fait que planter une graine qui finira par germer, plus forte qu'avant. Ils m'ont banni, mais j'ai trouvé un foyer. Ils ont essayé de me faire taire, mais ils m'ont seulement appris à trouver ma propre voie. Merci beaucoup d'avoir écouté mon histoire jusqu'au bout. La partager est la dernière étape pour tourner cette page. Si vous avez déjà été trahi par ceux qui auraient dû vous aimer le plus, quel a été le moment où vous avez su que vous deviez vous battre pour vous-même? Racontez-moi votre expérience dans les commentaires. Et si mon histoire a résonné en vous, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner. Vous n'êtes pas seul.